Elle fait partie, tout comme Muriel Pénicaud, des personnalités engagées de notre République. Nous nous sommes connus alors qu'elle était numéro 2 de la mairie de Lyon, il y a quelques années. Et depuis son parcours de femme de terrain et de conviction, l'a amenée à exercer des fonctions clés au sommet de l'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais aussi des droits de la femme, de la ville, de la jeunesse et des sports. Et aujourd'hui, on la retrouve dans des combats contre toutes sortes de vulnérabilités et les enjeux d'extrême pauvreté. Elle arrive tout juste d'Abidjan, donc vraiment je la remercie d'être avec nous. Elle a tenu à être avec vous toutes et vous tous aujourd'hui, et sa présence comme sa parole nous sont précieuses. Merci d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem, s'il vous plaît. Bienvenue Najat Vallaud-Belkacem. Merci chère Najat d'être avec nous. Entre violence et vulnérabilité, c'est un peu comme ça qu'on a construit avec Jean-Pierre Hulot cette intervention et ton témoignage. La violence dans nos sociétés, l'actualité, comment tu analyses cette violence dans la société au sens large du terme? Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là et merci de l'invitation. Comment est-ce que j'analyse cette violence? D'abord, c'était très intéressant de rappeler ce que je fais aujourd'hui, parce que depuis quelques années, j'ai pris du champ, du recul, et c'est essentiellement à l'échelle internationale, que ce soit par le biais de l'ONG One que je dirige, qui est une ONG de solidarité internationale qui lutte contre l'extrême pauvreté, qui malheureusement ne cesse d'augmenter dans le monde, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et qui se bat aussi, cette ONG, sur les questions de santé. On en parlait tout à l'heure, de santé mondiale, pour rendre accessibles des traitements qui, s'il n'y a pas de coopération internationale pour le rendre possible, eh bien, sont juste exorbitants et donc inaccessibles à beaucoup de populations. Donc on parle du VIH, on parle du paludisme, de la tuberculose, etc. Donc avec cette ONG de solidarité internationale, c'est vrai que ma vision ces dernières années, c'est quand même assez élargie à l'échelle du monde. Et d'ailleurs, c'est la première leçon que je tire, moi, de tout ça, c'est qu'on ne comprend pas grand-chose des dysfonctionnements actuels si on ne va pas chercher les racines qui se situent généralement au-delà de nos frontières. Et donc, du coup, en regardant cela, la violence, je la vois. Alors, évidemment, toi, tu fais référence aux émeutes qu'on vient de connaître dans notre pays. Mais pas que. Ouais. Mais pas que. Plus généralement, je la vois monter, cette violence. Et il y a quelques mois de cela, je lisais les conclusions d'un rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies sur le développement, qui régulièrement s'intéresse à la question de l'extrémisme violent et pose donc des questions. Alors, ils réunissent à peu près 2000 personnes, qui sont des personnes qui ont participé à l'échelle du monde, et en l'occurrence, dans le rapport qui m'intéresse, notamment en Afrique subsaharienne, à des actions d'extrémisme violent. Et ils interrogent ces personnes sur ce qui a été le moteur de leur adhésion à cet extrémisme violent. Et ils le font régulièrement, tous les 4 ans. Et donc, pour la première fois, l'évaluation de cette année faisait apparaître que l'absence de perspective d'emploi dépassait largement la question de l'adhésion à une idéologie religieuse dans le recours à l'extrémisme violent. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui devrait nous alerter, qui aurait dû faire honnêtement la une de tous les journaux, parce que ça dit quelque chose de notre monde. Ça dit que, en fait, le principal sujet pour les gens, et notamment pour les jeunes, c'est de savoir ou de ne pas savoir s'ils ont une place dans cette société, s'ils ont des perspectives, si à un moment donné, ce qui leur apparaît tellement bouché va se déboucher. Et donc, pour faire le lien, je ne suis pas en train de dire que les émeutes relevaient du même extrémisme violent. Évidemment, c'est autre chose. Mais je pense qu'on ne peut pas complètement faire l'économie d'une réflexion sur ce que ressentent un certain nombre de ces jeunes qui ont évidemment mal agi en pillant et en commettant ce qu'ils ont commis ces derniers jours. Mais ce qui est présent à leur esprit, cette défiance envers les institutions, ce sentiment que malgré les promesses de la République, eh bien, il n'y a pas de place pour eux, il n'y a pas de mobilité sociale pour eux. Et donc ça doit nous interroger évidemment sur cette vulnérabilité-là et la façon dont les politiques publiques y répondent ou pas suffisamment aujourd'hui. Alors tu as coutume de dire que justement cette violence, elle s'exerce en particulier aux dépens de ces personnes, et là on va élargir le spectre, qui sont vulnérables en fait à tout ça.
Oui, ça va de soi, parce que si tu prends les émeutes, évidemment, ou le pillage, ça s'est fait d'abord et avant tout dans des quartiers populaires, et donc les premières victimes, ce sont d'abord les habitants des quartiers populaires qui n'ont pas particulièrement demandé à l'être. Donc, en fait, le sujet pour nous, c'est vraiment d'arriver, et je crains que le débat public nous en éloigne à chaque fois, à considérer que les gens dont on parle font bel et bien partie d'une même communauté nationale, et à s'intéresser sérieusement à ce qui les conduit à faire ça et à la façon dont on pourrait prévenir la reproduction de ce type d'actes. Alors, tu parles de violence, tu parles de ces vulnérabilités. Alors j'ai envie de dire justement, qui dit violence, comment est-ce qu'on va armer ceux qui sont vulnérables pour lutter contre ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire justement ? C'est l'éducation, c'est des choses qui te parlent évidemment. On a beaucoup entendu dire, par exemple, à l'occasion de ces émeutes, que la politique de la ville avait failli. Que malgré, il s'engloutit des milliards. Voilà, malgré soi-disant les milliards qu'on y a mis, etc., ça n'a pas donné de résultat. En fait, moi, la question que je pose systématiquement, c'est, vous êtes sûr que c'est la politique de la ville qui a failli ? Est-ce que c'est pas plutôt le reste des politiques publiques ? Parce qu'en fait, la politique de la ville, ça n'est qu'une politique compensatoire qui est censée venir, compenser, il n'y a pas d'autre terme pour le dire, en rajoutant quelques moyens ici ou là pour faire passer un peu mieux la pilule, en reconstruisant quelques bâtiments, quelques édifices pour rendre les choses un peu moins désagréables à vivre. Mais il n'en reste pas moins que le quotidien des personnes qui vivent dans des quartiers politiques de la ville, il est dicté d'abord par le fait que les politiques publiques dans leur ensemble s'adressent à elles ou pas. Et en fait, il apparaît clairement que les politiques publiques dans leur ensemble s'adressent beaucoup moins aux habitants politiques de la ville que aux autres. Et donc, en fait, le sujet aujourd'hui, en effet, ça passe par l'éducation, ça passe... Mais pas... Enfin, on dit toujours l'éducation. Oui, alors commençons par l'éducation. En plus, je suis bien placée pour en parler. Quand on se rend compte que dans certains territoires, avec un taux d'absentéisme très élevé, de turnover de professeurs très élevé, des jeunes professeurs moins aguerris, etc., bien, on se retrouve avec des élèves qui ont en moyenne entre 1 et 2 ans de scolarité en moins que leurs camarades qui sont logés à une autre enseigne. Ça va de soi qu'il y a un problème éducation. Quand on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui, et malgré tous les efforts réalisés dans le discours politique, médiatique, de valorisation de l'enseignement professionnel, des tas de jeunes qui sont, malgré eux, orientés vers l'enseignement professionnel et un enseignement professionnel qui finalement ne leur offre pas les débouchés qu'on pourrait espérer. Voilà, eh bien, il y a un problème éducatif. Donc, mais ça, vous voyez que c'est pas la politique de la ville qui va résoudre ça, c'est bien la politique, en l'occurrence, conduite au ministère de l'Éducation. Alors vous allez me dire, mais vous avez été ministre de l'Éducation. Oui, j'ai été ministre de l'Éducation. C'était à l'époque, si vous vous en souvenez, précisément le moment où je mettais un point d'honneur à traiter de la question des décrocheurs scolaires, à traiter de la question de la mixité sociale dans les établissements scolaires qui manque cruellement et qu'il faut absolument organiser. C'est l'objet d'un débat là encore. Hein. Absolument, mais c'est une indispensable, une impérieuse nécessité pour l'État que d'organiser cette mixité sociale. Sinon, on ne s'en sortira pas, honnêtement. On continuera à se regarder en chien de faïence comme ça. C'est ce que fait le groupe IGS, hein, justement, avec cette mixité, ce brassage, mais réellement dans les différentes écoles. Là, je vois Stéphane là-bas. Mais tu vois, l'éducation, donc c'est un des services publics, une des politiques publiques dont il faudrait se dire clairement à un moment donné, est-ce qu'on sert vraiment les quartiers populaires comme on sert les autres ? La réponse n'est pas encore tout à fait oui. Mais la santé, puisque vous évoquiez la santé tout à l'heure, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, il y a des endroits, il y a des quartiers politiques de la ville qui ressemblent à des... déserts no man's land médicaux. Voilà, ruraux, médicaux. Enfin, c'est quand même un vrai sujet. On a vu aussi vous vous souvenez de ces faits divers qui étaient quand même assez structurants pour en parler aujourd'hui. C'est pas seulement des faits divers où des personnes appelaient les urgences depuis les quartiers populaires n'étaient pas prises au sérieux parce qu'il y avait toute une série de biais cognitifs de la part de la personne qui répond aux urgences et qui relativise la douleur, etc. C'est ce genre de choses. Et même s'agissant de la police,
enfin, je veux dire, sans rentrer dans le sujet, est-ce que la police, elle fait bien son travail, mal son travail? Il y a évidemment des gens qui font bien leur travail, il y a des gens qui le font mal. Moi, je n'en peux plus des généralités et de la caricature. Mais par contre, ce qu'on peut dire de la police, c'est que moi, j'ai souvent eu aussi des témoignages d'habitants de quartiers populaires me disant, notamment par exemple de femmes victimes de violences, me disant, quand on les appelle, ils viennent pas forcément autant qu'ils le feraient dans un autre quartier. Donc c'est le sujet des femmes battues, c'est clair. Voilà, donc en fait, c'est vraiment la question, c'est pas celle de la politique de la ville, c'est les autres politiques publiques, les politiques dites de droit commun, qui sont pas là pour compenser, qui sont là juste pour être organisées de façon juste et équitable à travers le territoire. Le sont-elles? Et la réponse est encore non. Ça veut dire que plutôt que de punir et de faire de la répression, la sévérité, il faut aller au-delà. Oui, enfin, je veux dire, ça va de soi. Honnêtement, vous savez, moi, je suis désolée parce que c'est un raisonnement qui passe parfois pour un peu simpliste, mais il l'est pas du tout. Je raisonne souvent à l'échelle, enfin, en analogie avec une famille. Je veux dire, dans une famille, vous avez des enfants, j'en ai. Si vous prenez un de vos enfants et que vous lui répétez à longueur de journée qu'il est nul, qu'il n'a pas sa place là où il est, qu'il n'arrivera jamais à rien, etc., ne soyez pas surpris que, par orgueil d'une part, et puis ensuite par autocensure parce qu'il s'est complètement approprié vos réflexions, eh bien, il ne vous montre que le visage le plus nul possible. C'est évident. Il va mettre en avant les stigmates de ce que vous rejetez précisément, que vous lui avez rabâché. Eh bien, donc ça, c'est à l'échelle d'une famille. Donc, transposez ça à l'échelle d'une société. Quand vous passez votre temps dans le débat public, médiatique, politique pour certains, à expliquer qu'on a affaire à une horde de sauvages qui sont incapables de s'intégrer, etc., etc., eh ben, oui, à la fin, ça donne cette réaction-là. Et donc, on se retrouve finalement à déplorer les conséquences des causes qu'on a chéries. Donc vraiment, il faut faire attention à cela. Il faut juste s'interroger sur voilà ce qu'on a fait. Restaurer un peu l'esprit critique quelque part. Oui, et l'esprit critique, c'est pour tout le monde, absolument. C'est-à-dire, vous avez remarqué qu'on dit souvent, oui, il faut éduquer ces jeunes des quartiers, l'esprit critique, lutter contre la désinformation, la laïcité, etc. Tout ça, on le dit, on est bien d'accord. Mais appliquons-nous ça aussi à nous, un peu d'esprit critique, d'interrogation des politiques qu'on mène, des discours qu'on tient, et aussi, en parlant de désinformation, nous-mêmes, et parfois le gouvernement lui-même, est amené à dire des choses qui ne sont pas vraies, donc à être finalement source de désinformation. Donc l'esprit critique, c'est aussi dans ce sens-là. Najat, tu as écrit avec Sandra Laugier la société des vulnérables, que je vous conseille, qui est paru chez Gallimard. Est-ce qu'il y a une éthique de la vulnérabilité ? Oui, c'est un livre qu'on a écrit, donc Sandra Laugier est une philosophe que j'apprécie beaucoup, qu'on a écrit en plein milieu du Covid-19 parce qu'on était vraiment très frappés de voir tout ce qui se jouait sous nos yeux. Alors depuis, il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits sur cette période très particulière, cette parenthèse pendant laquelle on semblait avoir compris des tas de choses sur ce que devait être le monde d'après, etc. En réalité, ce qui s'est passé pendant ce Covid-19, c'est que la plupart d'entre nous se sont rendus compte que bien loin de cette fable de l'autonomie, de l'indépendance, qui est quand même, j'allais dire, notre fable depuis les Lumières, enfin, c'est ce qu'on met en avant, c'est ce qu'on valorise, en fait, on est tous dépendants les uns des autres. On est autonome, on est indépendant que parce qu'on s'appuie sur d'autres qui le permettent. Les autres en question, c'est quoi ? Par exemple, les professeurs qui éduquent vos enfants. Là, vous vous êtes retrouvés pendant le Covid-19 à le faire vous-même. La femme de ménage qui venait nettoyer votre intérieur, vous vous êtes retrouvés à le faire vous-même, etc. Qui ramassent les poubelles. Ceux qui ramassent les poubelles. Première ligne, tout ça, les invisibles. Les fameux premières lignes. Donc, en fait, ça a été un moment où, normalement, on s'est aperçu, on a compris qu'on était tous dépendants les uns des autres, premièrement, et deuxièmement, qu'on était tous potentiellement vulnérables. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait beaucoup. C'est que jusqu'à présent, on a toujours le sentiment, quand on dit vulnérabilité, et je suis sûre qu'en lisant le titre de notre entretien, vous vous êtes peut-être dit ça,
on a l'impression qu'on va parler des plus pauvres, des plus précaires, etc. Des miséreux, en quelque sorte, comme s'il y avait eux et nous. Mais en fait, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui peut nous affecter tous, qui va nous affecter tous, ne serait-ce que par le vieillissement. Évidemment, quand on vieillit, ben voilà, l'isolement auquel ont été confrontées pendant ce Covid-19 les personnes âgées, par exemple. Bon, donc on voit bien que la vulnérabilité, si on veut être sérieux, encore une fois, dans les politiques publiques, il faut précisément en faire un objet de politique publique et ne pas la reléguer simplement à des salariés, à des emplois sous-payés, à des gens qui ne sont pas considérés, tous ces métiers du care, d'une certaine façon. Il faut aujourd'hui essayer d'organiser une société dans laquelle on se dit c'est très important de compter sur la dépendance des uns aux autres et de reconnaître les métiers liés à la vulnérabilité. Donc de mieux les payer, évidemment, de mieux les reconnaître. Il y a Rémi Boyer, pardon de te couper, qui est le DRH de Corian, qui acquiesce à t'écouter. J'espère. Ouais. Je serais ennuyée sinon. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous vous êtes dit la même chose que moi, si vous avez un peu réfléchi sur ces sujets-là, mais il y a un lien entre ce que je raconte là et ce qu'on a vu pendant les émeutes. Parce que pendant les émeutes, on s'en est beaucoup pris aux mères de famille, parce que c'est essentiellement des mères qui, décidément, ne s'occupent pas assez de leurs enfants. Font pas leur boulot font pas leur boulot de gardien, etc. Gardienne. Et en fait, moi, je me suis fait la réflexion que c'était exactement des mêmes personnes qu'on parlait dans notre livre, justement, avec Sandra Logier, quand on disait ces personnes sur lesquelles on compte et qui nous permettent d'être indépendantes, d'être autonomes. C'est particulièrement vrai, pour le coup, pour nous, les femmes, parce que les femmes, disons, qui ont, par leur travail, par leur salaire, etc., acquis la possibilité d'avoir et des enfants et de travailler, ce qui n'a pas toujours été le cas, comme vous le savez, et n'est pas le cas dans tous les pays. Elles l'ont fait en réalité non pas en répartissant plus justement la charge du foyer entre la femme et l'homme. Je suis désolée, c'est toujours pas le cas. Elles l'ont fait en recourant à une tierce personne, femme de ménage, garde d'enfants, nounou, etc. Et donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'égalité, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a progressé en égalité entre les femmes et les hommes, et en fait on l'a fait juste parce qu'on s'est déchargé sur d'autres du sale boulot. Mais ça continue d'être considéré comme du sale boulot. Et donc, pour refaire le lien avec les émeutes, les femmes, les mères dont on parle, eh bien, c'est elles qui sont ces nounous, ces gardes d'enfants, ces femmes de ménage. Souvent monoparentales. Souvent monoparentales. Et vous voyez en quoi c'est tellement important aujourd'hui de se ressaisir d'une réflexion un peu sérieuse sur, alors du coup, cette vulnérabilité, comment on l'organise, comment on reconnaît les métiers qui tournent autour, et comment on arrête d'envoyer des injonctions paradoxales. Voilà. Comment on valorise ces métiers-là, justement. Absolument. Comment on les valorise et comment on arrête le jour où ça pète de s'en prendre aux mêmes sur lesquels on s'est appuyé, qui nous rendaient bien service quand on en avait besoin pour être soi-disant indépendant. Alors justement, par rapport à ça, on voit que tous ces métiers ont besoin d'être valorisés. Vulnérabilité aussi. Alors je vais peut-être, engraissant le trait, un parallèle un peu rapide, mais c'est cette notion de mort aussi qu'on veut rejeter. Le grand âge aussi. Alors les choses changent. Serge Trigano sera là demain matin. Casa Barbara, qu'il a monté avec le groupe Corian. C'est une autre façon aussi de s'attaquer à ces vulnérabilités. Par lesquels on va tous passer, puisqu'on va tous vieillir. Et l'idée, c'est de vieillir en bonne santé, sans être stigmatisé, en fait. En tout cas, une éthique de la vulnérabilité, par exemple, pour moi, ça consisterait, y compris, à porter un regard un peu plus soutenu et fréquent sur la question de la mort. Parce que moi, je suis vraiment très frappée de voir qu'aujourd'hui, il est quasiment plus simple, entre guillemets, plus facile de parler de la mort des animaux. Alors, je ne dis pas, cet activisme-là a sa légitimité, je ne suis pas en train de lui jeter la pierre, mais des fois, je me dis, mais en fait, on parle moins des conditions dans lesquelles nos propres aînés finissent leur vie que des conditions dans lesquelles les abattoirs fonctionnent. Donc, il y a un moment, je pense que vulnérabilité, ça veut aussi dire revenir à une forme, pardon d'utiliser ce gros mot, mais de spiritualité, c'est-à-dire de connexion avec des choses essentielles de la vie à côté desquelles on est en train de passer. Et on le voit, moi qui suis à moitié espagnol, si en 2003 il y a eu très peu de morts pendant la grande canicule versus la France, c'est parce qu'il y a cette attention aux aînés qui sont souvent dans le même lieu, dans la même maison. On va revenir, Najat, sur ton parcours.
qui est riche. Et j'ai envie de dire, après ces postes à responsabilité, les ministères, on aurait pu se dire, tu aurais pu aller, pardon de ce terme, un peu pantoufler, et tu es reparti sur un engagement. Je le disais, là, tu étais à Abidjan. Pourquoi cet engagement, ces combats? Alors, on comprend que ça te tient à cœur, mais encore. Je pense que, en fait, la vie politique, il arrive qu'on y tombe par hasard. Vous voyez, on tombe comme ça à l'occasion d'une opportunité qui vous est offerte de vous présenter quelque part. Voilà, c'est ce que j'appelle le par hasard. Et puis, il arrive, et c'est plutôt mon cas pour le coup, que ce soit quelque chose qui vous tienne vraiment très fort à cœur et qui ne s'arrête pas le jour où vous arrêtez d'avoir un mandat électoral. Enfin, je veux dire, c'est pas lié à ça. La politique, l'engagement, je pense que c'est d'abord une conscience de ce qu'on appelle le bien commun, l'intérêt général, qui ne vous quitte pas et qui fait de vous un intranquille. Et moi, je me qualifie volontiers d'intranquille, c'est-à-dire que, en fait, alors c'est sans doute un défaut, hein, parce qu'on pourrait se dire, oh là là, elle pourrait être bien plus tranquille, enfin, elle pourrait bien vivre une vie plus confortable. Ouais, bien sûr. Mais en fait, j'avoue que je ne me satisfais pas des malheurs du monde, je n'y arrive pas. Et donc, du coup, c'est vrai que ce soit à l'échelle d'un quartier, que ce soit à l'échelle d'une ville, d'un pays ou même du monde. Et ces dernières années, vous savez, avant de prendre la direction de One, j'ai passé quelques temps dans une entreprise qui s'appelle Ipsos, où on faisait un certain nombre d'enquêtes à l'échelle internationale, d'enquêtes d'opinion, de citoyens, de consommateurs, pour comprendre un peu ce qui se tramait dans leur tête. Et quand vous êtes dans un tel observatoire, d'abord le lien de dépendance, d'interdépendance que j'évoquais tout à l'heure à l'échelle de notre pays, vous le voyez à l'échelle internationale, c'est-à-dire que tous les phénomènes qui se produisent quelque part en bien ou en mal finissent toujours par arriver chez vous. Poste d'observation intéressant. Exactement. Et puis surtout, ce que vous voyez, c'est que en fait, tous les problèmes qui ne sont pas traités à la racine, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, ils créent beaucoup de malheur, mais surtout ils font monter les populismes qui généralement se traduisent par la recherche du bouc émissaire. Alors c'est très souvent l'étranger pour aller vite. La recherche du bouc émissaire qu'est l'étranger, mais en fait, une fois qu'il s'installe au pouvoir, et ça, on l'a vu, je sais pas, au Brésil, en Italie, en Hongrie, dans plein de cas, une fois qu'ils s'installent au pouvoir, une fois qu'ils se sont débarrassés des étrangers, puis de ceux qui facialement pouvaient passer pour des étrangers, bien que de nationalité, etc., eh bien, c'est au reste de la population qu'ils s'en prennent. C'est au reste de la population qu'ils grignotent petit à petit les libertés fondamentales, que par autoritarisme, on se retrouve avec une société qui est tout sauf émancipatrice. Donc, j'ai trouvé dans ce poste d'observatoire-là vraiment de quoi nourrir cette intranquillité et me dire, mais en fait, il faut absolument, pendant que c'est pas encore trop tard, qu'on soit quelques-uns à essayer de faire quelque chose, alors dans des milieux différents, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas vrai qu'il n'y a qu'en politique qu'on peut avoir l'engagement comme moteur et faire des choses. Et je vous en donne un exemple. Je suis très engagée sur la question des réfugiés, des demandeurs d'asile. Donc vous avez mis que je présidais France Terre d'Asile, mais même avant d'avoir pris la présidence de France Terre d'Asile, il y a un an de ça, j'ai participé à la création d'une structure qui s'appelle Tent Partnership for Refugees, qui est une fondation américaine qui a été créée par un homme d'affaires, parce que je sais qu'il y a des entreprises ici, des entrepreneurs, un homme d'affaires américain qui, après avoir bien réussi, etc., est très engagé sur cette question des réfugiés, notamment après la crise syrienne de 2015, a décidé qu'il allait apporter ce qu'il savait le mieux faire, c'est-à-dire aller convaincre les autres chefs d'entreprise autour de lui, des grandes multinationales, de mettre des jobs à disposition de réfugiés. Parce que la réalité, c'est que quand un réfugié arrive dans une société d'accueil, bien sûr, il y a la part que prennent les pouvoirs publics pour faire en sorte que les choses se passent bien, etc. Mais enfin, c'est le moment où il obtient un emploi qui est le vrai déclic pour que la société d'accueil cesse de le voir comme un poids sur les finances publiques, etc. Et juste le voit comme un individu à part entière, tout simplement. Et vraiment, depuis qu'on a monté Tent Partnership for Refugees, donc ça doit faire maintenant 4 ans, on est à plus de 200 entreprises
des grandes entreprises. Ici en France, on a Engie, Veolia, Sodexo et d'autres qui ont pris des engagements de cette nature-là, c'est-à-dire une centaine de postes qui sont offerts à des réfugiés. Et alors, ça a été pour moi vraiment une illustration, je le savais déjà, mais de ce que, en fait, l'entreprise aussi, elle peut avoir un impact direct, pas simplement pour ses salariés. Pas simplement pour, en l'occurrence, rendre service aux réfugiés dont on parle, mais pour impacter le récit, l'imaginaire, et faire en sorte de contrer un peu le populisme. Isabelle Calvez, la DRH de Veolia, vous contredira pas, évidemment. Les sujets d'extrême pauvreté, les migrations sur un temps long, on parlait de tout à l'heure avec la bascule climatique, les démographies, One, l'extrême pauvreté dans les pays du monde, France, terre d'asile. Alors, pour en revenir à la France, qui, on le rappelle, n'est pas une ONG, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui manque aux politiques? Parce que maintenant, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en 5 minutes Vous avez 4 heures, c'est ça, voilà. Non, en fait, pour répondre à ta question, je vais te dire une chose. Moi, je suis frappée parce que souvent, on interroge les politiques qui ont exercé des responsabilités en leur disant alors, quelles sont les leçons du pouvoir que vous avez tirées? Et d'ailleurs, il y a aussi des hommes politiques qui sortent des livres qui s'appellent Les leçons du pouvoir, etc. Et c'est très intéressant et c'est très utile. Mais en fait, moi, j'ai toujours considéré que c'était quasiment plus intéressant de poser la question quelques années plus tard. Quelles sont les leçons de l'après-pouvoir que vous tirez? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose de très instructif, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, pour ce qui me concerne, à partir de 2017, à avoir, soit dans le monde de l'entreprise privée, soit dans le monde dit de la société civile, finalement, à serrer mon regard pour voir des choses qu'en fait on ne voit pas quand on est politique. C'est terrible à dire. Par exemple, l'inaudibilité d'un certain vocabulaire politique. Je veux dire, quand on est un responsable politique, ministre, président, etc., il y a des moments où on est persuadé qu'on a déjà dit 12 fois tel truc et donc forcément ça a été entendu, compris, peut-être pas admis, mais en tout cas entendu et imprimé. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je suis très frappée de voir cette question, par exemple, du vocabulaire. Le nombre de mots qu'on utilise à jet continu dans le monde politique comme médiatique qui, en fait, ne disent rien aux gens. Tu as des exemples là? Je sais pas, résilience, synergie, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Ou même créer des assises de la mobilité, des choses comme ça. En fait, ça ne parle à personne, sérieusement. Si tu mets bout à bout ce vocabulaire qui ne dit rien à personne... Une espèce de novlangue. C'est une novlangue. Et... si tu mets bout à bout ce vocabulaire et la dimension dématérialisée d'un nombre de plus en plus important de politiques qu'on mène, de réformes qu'on conduit, de soi-disant nouveaux droits qu'on donne, mais qu'en fait, il faut passer par des trucs trop dématérialisés, eh bien, en fait, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une forme de sécession de la part d'une partie de l'opinion publique d'avec ce qui lui vient du politique, qu'elle ne comprend pas et auquel elle ne croit pas, puisque de toute façon, elle n'y a pas accès. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur la dématérialisation, qui quelque part va avoir comme effet pervers induit de créer des inégalités et de créer des vulnérables. Ceux qui ne savent pas faire, en fait. Absolument. Et moi, par exemple, je ne ramène pas tout aux demandeurs d'asile. On est bien d'accord que c'est une infime partie du sujet. Mais enfin, c'est toujours intéressant, justement, d'aller voir, parmi les plus vulnérables des vulnérables, les effets de politique, par exemple, de dématérialisation. Quand vous avez un demandeur d'asile à qui on explique que pour prendre son rendez-vous à la préfecture, faire ses démarches, etc., il va falloir qu'il fasse tout ça par Internet... Enfin, je veux dire, quelqu'un qui ne parle même pas la langue, en français dans le texte. Enfin, vous imaginez. Donc, le truc, c'est que là, nous, on le regarde sous l'angle les demandeurs d'asile, mais en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas des demandeurs d'asile et qui sont tout aussi perdus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, des leçons de l'après-pouvoir, je dirais que c'est...
En fait, je suis très frappée, honnêtement, dans mes différentes associations et ONG, de voir le nombre de jeunes qui viennent à nous très spontanément. Ce que les partis politiques ne connaissent plus du tout. Enfin, je veux dire, vraiment, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu à vivre ça, c'est-à-dire vraiment des tas de jeunes qui écrivent spontanément pour rejoindre l'aventure, etc. Il n'y a plus le réflexe du parti politique qui réflexe. Incarne, qui guide, qui a une idée, un projet. Alors, à la fois, c'est un constat que je fais et en même temps, je le déplore. Parce que moi, à chaque fois que je parle à ces jeunes, je leur dis, par contre, c'est super que vous veniez nous voir, etc. Engagez-vous. Alors, nous, on a un programme dit des jeunes ambassadeurs chez One, on les forme et tout ça. Mais à chaque fois, je leur dis, mais par contre, arrêtez de tirer un trait sur les partis politiques. Je veux dire, à un moment donné, le bien commun, l'intérêt général, ça se défend quand même en politique. C'est très important que les autres acteurs y apportent leur touche. Mais les autres acteurs, malgré tout, ils ont toujours une vision ou une capacité d'action qui est parcellaire, là où le politique est celui qui a la vision mais pourquoi large. ils ne s'y retrouvent pas dans les partis politiques? Parce qu'il n'y a plus de vision? Ils ne se retrouvent pas dans les partis politiques parce que, essentiellement, pour le récit qui est fait de la politique aujourd'hui, quand je dis le récit, c'est à la fois le récit médiatique, mais le récit par les politiques eux-mêmes. C'est-à-dire quand vous êtes dans cette ère du clash, du buzz, du permanent, etc., où vous avez l'impression que tout est toujours soit bataille, soit cuisine, cynisme, choses en réalité non authentiques. Moi, j'aurais 20 ans, je ne suis pas sûre que ça m'attirerait non plus aujourd'hui. Donc, en fait, moi, à chaque fois, dans les conversations qu'on a, je leur dis, dans ce cas-là, adhérez à un parti politique, mais allez-y en bande. Vous avez bien des copains, allez-y à 12. Faites de l'entrisme. Pour faire bouger les lignes. Oui, pour faire bouger les choses de l'intérieur. N'attendez pas qu'elles bougent d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi? On parle il y avait un jeu télévisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes le maillon faible dehors, je ne sais plus, Laurence Boccolini, qu'est-ce que c'était déjà là? Pardon? Au revoir. Là, c'est plutôt vous êtes le maillon faible, bonjour. C'est partir de là, peut-être? Là, ta question, c'est sur l'ensemble, c'est les politiques publiques. En fait, en gros, comment appliquer cette éthique de la vulnérabilité que j'évoquais tout à l'heure? Oui, moi je pense que, en fait, vous savez, à chaque fois, par exemple, qu'on a fait l'effort de s'adresser à ceux qui étaient différents à la norme, que ce soit à l'échelle d'une entreprise, que ce soit à l'échelle d'une collectivité, etc., ça a profité à l'ensemble. Je vous en donne quelques exemples. Par exemple, quand je parle à un certain nombre d'entreprises, mettons, de métiers très masculins, BTP, etc., se sont dit, on va quand même faire un effort pour accueillir des femmes, pour avoir un peu plus de mixité homme-femme. Qu'est-ce que ça les a amenés à faire? Ça les a amenés à revoir l'ergonomie de leur tâche, de leur métier. Parce que pour éviter les charges trop lourdes, etc., il faut quand même accueillir donc, du coup, des femmes. Ça nécessitait de revoir un certain nombre de cadres de travail. Eh bien, le fait que l'ergonomie soit rendue plus confortable, c'est évidemment profitable aussi pour les hommes. Même chose avec, par exemple, les personnes en situation de handicap. Je veux dire, tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, comme par exemple les SMS, etc., c'est des outils qui ont été inventés à l'origine pour répondre aux besoins de personnes, en l'occurrence déficientes auditivement ou visuellement, etc. Et donc, en fait, c'est des choses maintenant qui nous paraissent pour acquises, qui rendent notre vie tellement plus confortable, mais qui ont été imaginées pour les plus vulnérables d'entre nous. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est que finalement, une société, une politique publique dans laquelle on partirait en effet systématiquement de la personne qui va le moins bien, de la personne qui a le plus besoin de nous, c'est évidemment à la fin une société où tout le monde va mieux. Et je reviens à la question de la mixité sociale dans les établissements scolaires, parce qu'au fond, c'est un petit peu ça. Quand on dit, allez, il faut vraiment que les établissements scolaires accueillent un public plus mixte, etc., et qu'on ne laisse pas des poches de jeunes ségrégés dans des établissements qui sont des établissements poubelles, etc. Alors, on a parfois cette réponse, moi je vois bien de nos détracteurs sur le mode mais quoi, vous voulez importer la pauvreté, les difficultés, oui, ou vous voulez importer toute cette difficulté, cette misère-là. Mais en fait, le sujet, c'est pas de transporter une difficulté, une misère d'un lieu A à un lieu B, c'est de faire en sorte que dans le lieu B, eh bien, il y ait un mélange ça infuse, en fait.
Non, mais il y a... tire vers le haut. Ouais, et il y a un mélange tel, si vous voulez, qu'on ne se retrouve pas avec les problématiques qu'on connaissait dans le lieu A. Parce que le lieu A, les problématiques viennent de la ségrégation. Elles viennent du fait que les gamins sont entourés de gamins qui ont les mêmes difficultés, qui ont les mêmes donc on a un cercle vicieux, retards scolaires, etc., etc. Donc si vous mettez, je sais pas moi, si vous répartissez un établissement sur 5 autres établissements, vous allez diluer cette ségrégation-là, cette communautarisation-là et cette poche de pauvreté-là. Donc en fait, d'ailleurs, j'invite tout le monde, si ça vous intéresse, à découvrir. On avait mené un certain nombre d'expérimentations en matière de mixité sociale dans les établissements, les collèges, en 2015-16. Et aujourd'hui, enfin, il y a des évaluations scientifiques qui sont tirées de ça, qui ont suivi les cohortes d'élèves. Et c'est fabuleux parce que, en fait, non seulement ça nivelle pas du tout vers le bas, personne n'y perd académiquement, et au contraire, les plus faibles, eux, ils progressent considérablement. Mais en plus, au-delà de la question académique, c'est vraiment la perception de soi. Et la perception de soi, elle augmente positivement pour les plus faibles comme pour les meilleurs. Parce que la vérité, c'est que dans la rencontre des autres, eh bien, on se projette, on a un miroir et on est capable aussi, même quand on est soi-même aisé, confortablement installé, etc., finalement de mieux appréhender le monde qui est le nôtre en rencontrant les autres, en sortant de notre bulle. Et absolument. Donc en fait, je vous invite vraiment, on n'a pas le temps, mais à lire ces enquêtes qui ont été faites par des scientifiques, vous les trouverez facilement, qui franchement vont contre tous les présupposés sur le mélange. On a vraiment besoin de mélange. Si tu revenais aux affaires dans un gouvernement, tu essaierais de faire avancer les choses sur... On parlait beaucoup du vieillissement, sur des politiques qui ne sont pas forcément abouties. Hein. Moi, ce qui me frappe en termes de politique non aboutie, par exemple, c'est... Tout à l'heure, je parlais des femmes. Tu vois, par exemple, tu prends la vie d'une femme aujourd'hui... Malgré les progrès qui ont été faits en matière d'égalité, etc., on sait que la charge parentale et du foyer, elle repose encore beaucoup trop sur leurs épaules à elles. Eh bien, la vie d'une femme, ça va être quand même de se gérer cette double charge, travailler et s'occuper de ses enfants pendant quelques années, on va dire, jusqu'à ce que ces derniers prennent leur envol, mettons à partir de 18 ans, peut-être un peu plus tard. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Après, ça a été calculé, au mieux peut-être une dizaine d'années de tranquillité avant de devoir s'occuper de ses parents âgés ou de ses beaux-parents âgés, parce que c'est aussi elle qui s'en occupe, la vérité. Donc il y a une fenêtre de tir qui donc la fenêtre de tir de confort d'esprit et de non-charge mentale est extrêmement brève. Et donc, par exemple, un des points sur lesquels les politiques publiques pourraient progresser, si elles prenaient cette éthique de la vulnérabilité en main, ce serait... S'agissant des enfants, on a à peu près avancé dans l'aide apportée par la collectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des nounous, des gardes d'enfants, enfin, même s'il faut mieux les rémunérer. Donc la femme en tant que mère est quelque part aidée. Un peu aidée. Mais par contre, la femme en tant qu'aidante de parents âgés, honnêtement, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, sauf à la fin à mettre le parent âgé en EHPAD à un prix aussi qui devrait interroger notre société. Mais c'est beaucoup moins le cas. Et donc là, je trouve qu'il y a un interstice sur lequel on pourrait finalement conduire des politiques qui juste rendent les gens plus heureux, en fait. Et on le voit, c'est intéressant ce que tu dis. On avait reçu il y a quelques années Claire Léost, qui avait écrit un livre, Le rêve brisé des working girls. Et donc c'était juste. Je l'ai lu, ce livre. Tu vois, ça rejoint ce que tu dis. Oui, il est très bien, ce livre. Vous l'aviez reçu ? Ouais. Oui, il est très bien, ce livre. C'est marrant parce que je le recommande à beaucoup de filles. Parce que... C'est moins le cas aujourd'hui, mais je me souviens en 2012-14, quand j'étais ministre des Droits des Femmes, on était dans une période, c'était avant MeToo et tout ça, où souvent j'avais affaire à des jeunes filles pour qui vraiment ces combats féministes, c'était d'un autre temps, c'était le temps de leur mère, etc. C'est bon, on en a fini avec ça, maintenant on fait les mêmes études et tout, arrêtez de nous rabâcher tout le temps ça. Et à chaque fois, du coup, ce livre m'était très utile parce que je leur disais, écoutez, franchement, lisez-le, parce que vous allez vous rendre compte que c'est ce que pensaient plein de jeunes filles qui ont fait des études, en l'occurrence, c'était des HEC, je crois, de mémoire, et qui ont les mêmes diplômes que les garçons, voire mieux diplômés, sauf que quelques années plus tard, quand on fait le compte n'y est pas.
Et le compte n'y est pas, parce que la vérité, c'est que les stéréotypes sont toujours là, c'est que l'organisation, quand même, qui demeure très hiérarchisée de notre société, est toujours là. Et donc, c'est terrible, en fait, cette désillusion. Oui. Il y avait une illusion d'égalité et une désillusion quelques années plus tard. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui dans la jeune génération, parce que depuis MeToo, c'est impressionnant comme, au contraire, elle est devenue super activiste. Les femmes la ramènent et elles ont bien raison, parce qu'elles disaient autocensure, syndrome de l'imposteur, je ne vais pas demander une augmentation, ça ne se fait pas. Et alors, la maternité. Alors là, c'était... ah bon, mais tu penses que tu vas y arriver, Cela dit, juste là-dessus, une anecdote que je partage avec vous parce que je la trouve très intéressante. Quand j'étais ministre de l'Éducation, donc moi je suis passée du ministère des Droits des Femmes au ministère de l'Éducation. Ce qui a été un changement considérable. Une bascule aussi. Hein. Ouais, ça a été une bascule, mais ça a été un changement considérable. Les deux sont absolument passionnants. Mais là où c'était considérable, c'était que le ministère des Droits des Femmes, c'était le plus petit ministère de l'État. La plus petite administration, le plus petit budget. Je me souviens, j'avais 25 millions d'euros de budget annuel, tu vois. Et le ministère de l'Éducation nationale, Enseignement supérieur, Recherche, c'était 95 milliards d'euros annuels. Donc le plus gros ministère. Et ce qui allait aussi avec cette masse-là, c'était une capacité de nomination à des postes de direction, de recteur, etc., qui était très importante à l'éducation, beaucoup plus qu'aux droits des femmes. Et donc, quand j'arrive à l'éducation, je dis à mon équipe, à mon cabinet, bien entendu, à chaque fois qu'il faudra nommer des gens à des postes de responsabilité, je veux faire la parité, donc tenez-vous le pour dit, quoi. Et comme ils savent que je ne plaisante pas, à chaque fois que, par exemple, un poste de recteur se libère, ils me fournissent un vivier de candidats possibles, où ils mettent des femmes et des hommes. Et à ce moment-là, moi, je suis désolée, messieurs, mais j'appelle systématiquement les femmes d'abord, mais systématiquement. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que j'avais calculé qu'il fallait en moyenne que j'en appelle 6-7 pour en trouver une qui accepte. Ouais. Et à contrario, que j'avais même pas fini de poser la question à un homme qu'il avait déjà accepté. Et en fait, pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir les raisons qu'elle m'opposait. Et les raisons qu'elle m'opposait, c'était globalement, je suis pas sûre d'être légitime ou à la hauteur. Bon, celui-là, on le connaît. Alors que, juste pour information, pour vous voir proposer de devenir recteur, il faut à minima que vous soyez présidente d'université. Donc, on ne parlait pas de gens complètement déconnants. Hein. Donc, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur ou légitime. C'est très loin. C'est vrai que le territoire français est vaste. C'est très loin. Et mes enfants, comment je vais faire, etc. Et puis, troisième argument, c'était... et puis, en plus, je viens juste d'accepter un poste, on m'a fait confiance, je ne veux pas décevoir la personne qui m'a fait confiance, je ne veux pas laisser en plan mes équipes. Pourquoi est-ce que j'ai retenu ces trois arguments-là ? Parce qu'en fait, j'y réfléchissais et je me disais, en fait, c'est terrible parce que les trois sont hyper vertueux. Vous voyez ? En fait, ça dessert leur cause, mais quand on y réfléchit, si on veut bien y réfléchir comme collectivité, ils sont vertueux parce que... Je ne veux pas décevoir ceux qui m'ont fait confiance. Hein, absolument. Ils sont vertueux parce que l'humilité, il y en a ras-le-bol des gens qui se voient beaucoup plus haut qu'ils ne sont. Deuxièmement, s'occuper de sa famille, considérer que l'équilibre des temps de vie, c'est important, etc. Même pour la société tout entière, c'est quelque chose d'important. Souvenez-vous, le reproche qu'on fait aux maires des émeutiers, etc. Ah oui, finalement, c'est important, cette espèce d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et troisièmement, je ne veux pas décevoir les personnes qui m'ont fait confiance et laisser en plan mes équipes, c'est-à-dire refus du cumul des mandats ou tout ça est très vertueux. Simplement, le problème, c'est qu'on est dans un monde qui est encore aujourd'hui encadré par des codes masculins plus que des codes féminins. Et donc, ces trois raisons, qui sont d'excellentes raisons, finissent par être des handicaps. Et donc, en fait, toute la question aujourd'hui, pour nous, si on veut progresser sur la question de l'égalité femmes-hommes, c'est de se dire, elles ont vraiment voix au chapitre, les femmes, pour dire ce qui est bien, mal fagoté, bien organisé, juste, injuste ou pas. Et en réalité, elles l'ont assez peu. Elles l'ont assez peu, je ne veux pas vous déprimer, mais bien sûr qu'il y a de plus en plus de femmes en politique, on les voit, etc. Mais moi, je suis très étonnée de voir que, malgré leur nombre, on a l'impression que beaucoup considèrent qu'elles sont là par effraction. Et pendant le Covid, pour revenir au Covid, c'était incroyable de voir comme les plateaux télé, les expertises, les unes des journaux sur le monde d'après, tout ça, oubliait systématiquement les femmes, les conseils de défense convoqués par le président, tout ça, plus de femmes.
Bon, donc du coup, elles n'ont pas vraiment voix au chapitre. Et donc, pour répondre, parce que je crois qu'on tire vers la fin, mais à ta question, je pense que ce qui changerait vraiment la donne pour installer véritablement des politiques publiques motivées par cette éthique de la vulnérabilité dont on a besoin, c'est d'entendre toutes les voix différentes, et de cesser de n'entendre qu'une seule voix, qu'un seul type de voix. Najat Vallaud-Belkacem, toujours aussi passionnante. Merci Najat d'avoir été avec nous. Ça inspire, hein, tout ça. Alors tu disais entendre toutes les voix, moi j'aimerais bien entendre les voix. Comment vous réagissez à ce qu'a dit Najat Vallaud-Belkacem, les questions que vous avez envie de poser, puis peut-être les voix féminines qui peuvent s'élever. On a des personnes qui travaillent dans les ressources humaines. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que je peux juste dire un mot, pardon, parce que je me rends sûr. compte que j'ai pas fini mon anecdote. Mais quand même, à la fin, j'avais installé la parité parmi les recteurs. Ah, tu vois, tu avais gagné dans quelque part. Oui, parce que j'avais insisté. Qui veut réagir? Qui a envie de dire quelque chose? Sophie, Isabelle, qui veut... Vous regardez pas, regardez-nous. Allez, on va tendre le micro. Lionel. Merci, hein. C'est sympa. J'ai pas voulu me mettre de couette, mais le cœur y était. Moi, c'était une question à l'élu de Villeurbanne, parce que je crois que vous avez été élu à Villeurbanne pendant un bon moment, et donc je crois que c'était même le démarrage de votre vie politique. Et si on revient sur les quartiers, il y a un angle mort dans les émeutes dont on fait assez peu étalage, j'allais dire, c'est la question de l'économie de la drogue. Parce qu'en fait, quand on voit les émeutiers, enfin certaines parties des émeutiers qui cassent en fait les services publics, on voit que c'est contre-productif pour le quartier où on vit. Et on se dit, tiens, comment se fait-il qu'ils ont autant de moyens de mortier, enfin de moyens de destruction en fait, hein, dont on pense qu'ils peuvent difficilement les financer tout seuls. Et donc on se dit, est-ce que là, il n'y a quand même pas un angle mort dans la réflexion des politiques, mais de toute la société française sur cette question de l'économie de la drogue? Si, non, mais je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, je me suis posé exactement la même question de savoir où ils trouvaient tous ces mortiers. Donc, il y a évidemment une économie souterraine dans tout ça. En fait, j'ai envie de vous renvoyer la question parce que, en fait, qu'est-ce que vous suggérez? Certains disent il faudrait dépénaliser le cannabis et tout ça. Moi, j'avoue que j'ai du mal à adhérer à ça. Mais à part dire qu'il faut mener une lutte absolument sans relâche, et d'ailleurs on parle de l'économie de la drogue ici, mais vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, franchement, avec des jeunes de plus en plus jeunes qui sont de plus en plus nombreux à y recourir. Alors c'est des, je ne sais plus comment on appelle ça, des amphétamines ou des choses comme ça. Enfin, je ne sais plus, mais il y a un vrai sujet pour la jeunesse, tout comme il y a un vrai sujet au-delà de santé mentale en fait. Les deux ne sont pas forcément liés, mais ils s'alimentent quand même. C'est quand même... En fait, ça nourrit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est des sujets comme ça qui sont désagréables, qu'on n'a pas envie de regarder parce qu'en plus ils font peur et tout ça, mais en fait c'est ça aussi la vulnérabilité, c'est aller chercher les addictions, c'est aller chercher la psychiatrie. Notre pays souffre d'un manque mais considérable de psychiatres, honnêtement. D'ailleurs, les demandeurs d'asile, là, dont je parlais tout à l'heure, c'est une des populations, pour le coup, franchement, qu'on gagnerait collectivement à faire accompagner beaucoup plus par la psychiatrie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, non seulement il n'y en a pas, mais en plus, il n'y en a pas qui sont formés, parce qu'il y a aussi une formation quasiment culturelle à avoir pour comprendre certains comportements, etc., des déracinés, des exilés. Et vous savez comment ça se passe? Moi, c'est ce que j'ai découvert depuis 1 an chez France Terre d'Asile. C'est terrible parce qu'en l'absence de psychiatres formés, d'interprètes formés pour faire ce travail-là d'accompagnement de santé mentale, eh bien, quand on ne trouve pas d'interprète qui parle la langue, on va demander à l'enfant, cette espèce de parentalisation de l'enfant qui, lui, va à l'école ou commence à baragouiner du français, de venir faire l'interprète. Du coup, vous imaginez dans quelle situation, c'est pour ça, en fait, mettons-nous un peu à la place des gens, dans quelle situation se trouve, mettons, une mère de famille qui a besoin de raconter ses tourments, ce qu'elle a vécu, la violence, etc., et qui doit le faire en faisant interpréter son propre enfant. Enfin, voilà, donc, on a besoin de psychiatrie notamment et de lutter contre ces drogues.
Autre question. Oui, bonjour, Nicolas Arnaud, CNRS INSU. On s'est croisés il y a quelques années sur les affaires polaires. C'est plus un commentaire parce que j'aimerais reboucler votre excellente intervention sur les vulnérabilités vis-à-vis de ce dont on parlait ce matin, c'est-à-dire la bascule climatique, pour rappeler que pour moi, le parallèle que vous faites entre les politiques de la ville qui ne sont pas en cause, mais les politiques globales, systémiques, on a le même problème avec le climat. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du climat, c'est un problème de santé publique, c'est un problème de justice. Et en définitive, on demande à des politiques climatiques, au ministère en charge de l'écologie, au ministère, de gérer et de régler une problématique dont on voit bien que sa complexité et qu'elle est systémique et que c'est une politique globale qu'on doit mettre en œuvre. Et je voudrais vraiment rapprocher les deux parce que le problème de l'impact du changement climatique à l'échelle de nos territoires, c'est vraiment une question de vulnérabilité. Et donc on peut l'aborder exactement de la même manière, je pense. On a une question qui... merci Nicolas. Oui Marc. Bonjour, Marc Guiraud, Newstank. La gauche a été au pouvoir de nombreuses années ces 30 dernières années, et pourtant elle a totalement échoué à réduire les inégalités scolaires. Comment l'expliquez-vous? Question un peu cash. Alors, sauf erreur, ces dernières décennies, la gauche a moins été au pouvoir que la droite. J'ai parlé des... Mais bon, je ne vais pas m'arrêter là. Sinon, ce serait pas mal comme réponse. Facile. Ça me rappelle mes fonctions de porte-parole, parce que j'ai été porte-parole du gouvernement aussi. Non, plus sérieusement... alors, par exemple, la question que vous venez de poser, vous êtes journaliste, donc... moi, je vous renverrai bien la balle en vous disant, j'adorerais, mais sincèrement, j'adorerais lire quelque part un papier approfondi qui compare ces dernières décennies, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Moi, ce qui me fatigue, c'est cette idée que tout est dans tout, tout se vaut, tout le monde a échoué, etc. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à mon travail, pardon de dire comme ça, mon travail, voilà, c'est aussi simple que ça, sur les questions de mixité sociale au collège. Quand je l'ai lancé, le problème de l'éducation, comme vous le savez, c'est que c'est pas en un claquement de doigts que vous allez avoir les résultats. Vous êtes forcé d'attendre au moins 5 ans, voilà, que la cohorte sorte et que vous puissiez porter des jugements. Quand j'ai lancé, j'ai voulu que ce soit accompagné d'une évaluation scientifique du premier jour jusqu'à, en l'occurrence, 5 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que sinon c'est trop facile, en fait, on adopte des réformes qui sont ensuite détricotées par d'autres, dont on ne saura jamais si on les avait laissées continuer, elles auraient produit leurs résultats ou pas. Donc en l'occurrence, par exemple sur la question de l'éducation, je peux vous dire que je sais aujourd'hui grâce à ce travail scientifique que lorsque Nicolas Sarkozy, c'est pas pour m'en prendre à lui, mais c'est juste pour vous donner des éléments concrets, Nicolas Sarkozy en 2007 décide qu'il faut donner un peu plus de liberté aux familles qui veulent inscrire leurs enfants dans d'autres établissements scolaires, vous vous souvenez de tout ça, et donc décide d'assouplir la carte scolaire, eh bien les effets qui ont été produits par cette politique-là ont été des effets de confirmation de la ségrégation, d'augmentation de la ségrégation. Car toutes les familles qui pouvaient fuir ont fui, mais les établissements sont restés, et donc ceux qui y sont restés coincés ont été encore plus surségrégés. Et je peux vous dire, donc par exemple, ça c'était une erreur. Mais il a fallu des années pour la constater. Et je peux vous dire qu'à contrario, par exemple, dans ce qu'on a fait en 2015-16, quand on fait en sorte de faire des secteurs multicollèges, où on va mélanger des élèves, des choses très, très innovantes et qui passaient pas super bien sur le moment, hein, quand par exemple on dit... dans le 18e, on dit à 2 collèges, désormais, le premier d'entre vous, 2 collèges qui ne se ressemblaient pas, hein, plutôt aisés et plutôt défavorisés, le premier d'entre vous va accueillir l'ensemble des élèves qui auraient dû se répartir en classe de 6e, pendant que les 5e vont dans l'autre, et ensuite 4e, 3e, c'est ce qu'on appelle montée alternée. Donc du coup, les élèves se mélangent véritablement. Et bien, des années plus tard, je peux vous dire que ça produit des effets phénoménaux. Donc en fait, sur la question économique, parce que je ne veux pas tout ramener à l'éducation, sur la question économique, il en va de même. Moi, j'ai souvenir que les réformes adoptées par François Hollande, en l'occurrence, avaient plutôt, et c'était constaté partout, fait baisser les inégalités dans la population française.
et notamment par une redistribution plus importante, par l'évolution de la fiscalité, etc. Et ces dernières années, j'ai plutôt l'impression que ça a augmenté. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que la gauche... On peut dire que la gauche n'a pas suffisamment fait, mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait. Et surtout, ce qui n'a pas été fait, c'est ce travail de comparaison, d'évaluation sérieuse pour qu'on sache de quoi on parle, et aussi d'explication aux gens que quand on détricote une politique publique, en fait, on l'empêche de produire ses effets. Ça, c'est le grand mal de notre pays, c'est que tout nouveau ministre, tout nouveau gouvernement veut vite détricoter ce qui a été fait. Faire sa réforme à lui ou à elle. Autre question ? Oui. Après, on terminera peut-être un message que tu as envie de passer à nos amis qui sont dans la sphère ressources, richesses humaines pour leur quotidien. Bonjour. Yannick Bigot, NJ. Je voulais savoir quel regard vous portiez sur le développement, l'accélération de l'apprentissage depuis quelques années, qui a pris quand même une vraie ampleur dans le système éducatif et dans les entreprises. Très positif. Moi, je pense que vraiment, là, pour le coup, à mon sens, c'est ni de droite ni de gauche. C'est plutôt quelque chose d'évident. Je veux dire, il y a des élèves à qui ça va bien que d'avoir cette respiration, cette autre expérience, et c'est bien de le permettre. Pendant longtemps, les entreprises avaient peut-être des réserve à le faire, parce que c'est vrai que c'est pas facile de prendre un apprenti, il y a tout un tas de règles à respecter qui rendent la chose compliquée. Puis les profs aussi avaient des réticences à aller vers, l'éducatif à aller vers le monde de l'entreprise, dans les deux sens. C'est vrai, mais en même temps, moi j'ai toujours dit que c'était deux mondes qui devaient se parler. Honnêtement, de toute façon, moi j'ai toujours dit que l'école, c'est à la fois sacré dans le sens où il ne faut pas s'en prendre à l'école, il ne faut pas s'attaquer à elle, etc. Enfin, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit, ce n'est pas un champ de bataille, il ne faut pas aller y faire de la politique et tout ça, mais ça doit quand même s'ouvrir sur la cité. C'est très important pour moi que l'école s'ouvre sur la cité, sur les entreprises, sur les familles, à condition évidemment à chaque fois de réguler tout ce dont on est en train de parler. Parce que par exemple, quand on ne régule pas, y compris l'ouverture aux familles, on se retrouve parfois à avoir des familles tyranniques, consommatrices en quelque sorte, et qui consuméristes, et qui vont être super exigeantes ou rendre la tâche infernale aux enseignants, ou décider que non, il n'est pas question qu'il y ait ceci ou cela au programme. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut réguler. Mais l'ouverture qui fait que, eh bien, ce que disent les enseignants dans la salle de classe, l'élève qui entend ça, ça résonne en lui parce que c'est cohérent avec ce qu'il entend chez son éducateur sportif, ce qu'il voit dans sa vie de tous les jours, que ses parents comprennent et qu'on ne les a pas complètement laissés de côté, que ce qu'on lui apprend à l'école, c'est aussi à s'insérer dans le monde du travail parce que lui, il sait bien que c'est ça qu'il cherchera, etc. C'est hyper important pour la réussite scolaire. Un message pour terminer. On a encore une question ? Oui, bonjour. Benoît Serre, Association nationale des DRH. Je voulais vous poser une question parce que qu'est-ce que vous pensez, vous avez fait beaucoup de liens entre économique, pauvreté, quartier, tout ça, je le partage. Qu'est-ce que vous pensez donc de la réforme des lycées professionnels, de le fait d'assumer le fait qu'il faille sans doute fermer quelques filières sans avenir et d'accélérer encore le rapprochement du monde économique et du monde de l'enseignement, qui a été un sujet qui est assez difficile en France quand même. Qu'est-ce que vous pensez de dire assumons le fait qu'il y a des filières qui finalement ne mènent plus à rien et donc il faut peut-être les fermer pour en reformer d'autres, ce qui peut aller à l'encontre des aspirations des jeunes d'ailleurs en l'occurrence. Non, moi la fluidité entre la réalité du marché du travail et ce à quoi forme l'éducation, c'est quelque chose que je trouve très important, absolument essentiel. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait mis, c'était avant qu'une nouvelle réforme voie le jour qui s'appelait Parcoursup, mais juste avant, on avait fait en sorte que ça s'appelait APB à l'époque, quand les élèves s'apprêtaient à faire leur choix, ils aient systématiquement les taux d'emploi associés à chacun des emplois, pour pouvoir se projeter et pour ne pas choisir des voies de garage inutilement. Donc au contraire, ce travail de modernisation des filières, etc., soit fait, c'est quelque chose de très important pour moi. Mais comme vous avez évoqué le lycée professionnel, je voudrais quand même vous raconter une anecdote parce qu'elle est très, très illustrante. Et on va se quitter là-dessus.
Mais c'est une anecdote qui vous en dit long sur notre débat public. Comme je le disais tout à l'heure, très souvent dans le débat public, que ce soit venant des médias ou que ce soit venant d'un certain nombre de politiques, on dit mais arrêtez de considérer que l'enseignement professionnel vaut moins que l'enseignement général, etc. C'est quelque chose de tout à fait noble et tout ça, tout ça. Bon, ok. Lorsque je suis arrivée au ministère de l'Éducation, j'ai découvert, j'avoue, quelque chose que je ne savais pas. C'est que l'un de mes prédécesseurs, en l'occurrence Luc Chatel, au moment où il avait fait la réforme du lycée, je ne sais pas si ça vous parle, ouais, il avait donc mené une réforme du lycée qui avait fait grand bruit et tout ça. Mais ce qui n'avait pas du tout fait grand bruit, c'est qu'en parallèle, il avait aussi réformé le lycée professionnel, le bac professionnel. Et donc j'ai découvert qu'en fait, il avait passé la scolarité du bac professionnel qui était de 4 ans à 3 ans. Donc ça, je le savais, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il l'avait passé à 3 ans sans rien revoir des programmes. OK ? Donc, c'est-à-dire qu'en 3 ans, on était censé faire ce qu'on faisait en 4 ans. Donc, vous imaginez la tâche des professeurs, enfin, le côté totalement insurmontable de ce truc est juste pas sérieux. Eh bien, ce qui m'a fait halluciner sur le moment, c'est que je n'en avais jamais entendu parler. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu une ligne, ou en tout cas peut-être dans un magazine, on va dire, spécialisé, mais en tout cas, jamais ça n'a fait les gros titres de contestation, de « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous savez, ces fameux gros titres qu'on trouve à chaque fois qu'on change une virgule dans le programme de mathématiques de la première scientifique ou d'histoire ou de philosophie. C'est ça le sujet, c'est qu'en fait, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux dans notre débat public. On ne peut pas en même temps dire « mais oui, l'enseignement professionnel, c'est quelque chose de très noble et très important » et accorder si peu de respect pour la réalité de ces élèves et de leurs professeurs quand il s'agit de cet enseignement. Donc j'en termine là, mais c'est pour ça que moi, l'une des choses que j'ai apprises vraiment en prenant du recul, c'est qu'on pourrait gagner énormément politiquement si on crée ensemble, et ça y sert beaucoup, ça y contribue beaucoup, donc je vous en félicite, mais les conditions de se parler entre des gens qui appartiennent à des mondes différents et qui sont capables de s'éclairer sur des réalités qu'on ne fait que percevoir de loin à travers la petite lucarne. Ouvrir le monde des possibles et élargir les horizons, c'est ce que fait le groupe IGS et avec dirigeant Pays d'Avignon. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Merci Najat. C'est un plaisir de t'avoir. Et encore une fois, merci d'être venu alors que tu as passé la nuit dans l'avion.